Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 83 de MPCM, Rémi Inalbon. Je me suis dit depuis le mois d'avril 2023 que j'allais rencontrer un jour un ambulancier et que j'allais vouloir l'interroger. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, un petit miracle, d'être sauvé par Nerea, qui est une Catalane qui, on va dire, passait par là et qui m'a fait un massage cardiaque qui m'a permis ensuite d'être transporté en hélicoptère à Barcelone. Et je me suis dit que si la vie me faisait rencontrer un ambulancier, eh bien, je l'inviterais à MPCM. C'est ceux qui arrivent avec Rémi Inalbon que vous allez découvrir tout à l'heure. Cela dit, il a répondu également au fait que la petite règle, la seule qui existe, on va dire, pour MPCM, c'est les trois livres qui l'ont marqué. Alors, c'est moi qui vais choisir l'ordre de ces livres. Le premier, c'est un livre de Gaston Rébuffat, Étoiles et tempêtes. Alors, pourquoi ce livre t'a marqué? Alors ce livre m'a marqué parce que c'est mon papa qui me l'a transmis quand il a déménagé. Et puis ça raconte des histoires d'alpinisme. Et j'ai pratiqué l'alpinisme, ça fait environ 5 ans maintenant que je le fais avec mon papa. C'est une passion qu'on partage ensemble assez régulièrement. Et puis le livre, il raconte des épopées en montagne où ils ont essayé de gravir en fait plusieurs sommets en utilisant des faces nord, des choses assez compliquées dans les années 60, 50 et plus tard également. Et puis on voit que les conditions n'étaient pas les mêmes. Et puis ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'en ouvrant le livre, j'ai retrouvé une petite carte du club alpin suisse que mon père avait été en cabane. Ça date de 1988. Et puis la feuille est intacte et toujours à l'intérieur. Donc ça c'est un livre de marque. Quand j'ai préparé quelques petites notes, puisqu'on ne se connaît pas du tout, il y a quelqu'un qui était un peu proche qui m'a dit parle-lui justement des randonnées avec son père. Et je me suis dit, quand un fils va en montagne et pratique je pense, du ski randonnée, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est quoi la relation? Est-ce qu'il y a des choses plus intimes qui sont dites sur les hauteurs que peut-être on cache à la maison? Je pense que oui, parce qu'on se libère finalement. On est en montagne, c'est la nature, on est libre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on se fait confiance surtout l'un à l'autre. On sait qu'il peut y avoir des accidents, on le voit assez régulièrement, des avalanches, des crevasses, des chutes de pierres, même nous, on peut se blesser. Donc on a beaucoup confiance en son partenaire, surtout en alpinisme. Et puis c'est quelque chose que je partage vraiment avec mon père. Et puis on se raconte. Est-ce qu'il y a une sorte de régularité dans ces randonnées, un rythme que vous prenez, ou bien c'est comme ça, on se dit tiens, on prend une décision un jour avant et on y va, ou bien il y a quelque chose de précis? Non, il n'y a rien qui est précis, l'itinéraire n'est pas tout le temps précis non plus. Je pensais surtout à la date, s'il y a une sorte de régularité dans le choix d'être ensemble. C'est plus le week-end, on va dire, en règle générale, mais c'est un peu irrégulier vu que mon métier, c'est des horaires irréguliers, donc on essaie de s'adapter. Et puis surtout quand on a le temps, puis qu'on a envie de passer du temps ensemble. Alors ça, c'est pour le premier livre, Gaston Rébuffat, très, très connu. Le deuxième, alors c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est Ma vie dans les forces spéciales de l'amiral William McRaven. Alors peut-être avant de parler du livre, dire qui est cet amiral. Donc l'amiral McRaven est un des plus grands amiraux de la Navy américaine, donc parmi les Navy SEAL, donc les unités spéciales. C'est toujours un monde qui m'a intéressé depuis très longtemps. Et puis quand j'ai vu ce livre, je l'ai tout de suite acheté, je l'ai lu. Puis en fait, il explique un petit peu son parcours de vie quand il était jeune enfant. Dans la jaquette du livre, dessous, on voit l'histoire de l'homme qui a capturé Saddam Hussein et Ben Laden. Donc on va dire que c'est pas n'importe qui. Il explique aussi son expédition ce jour-là, ou bien... Alors oui, il explique vraiment tout ça. Pourquoi il a choisi d'être militaire, pourquoi ensuite la Navy, pourquoi les forces spéciales. Puis il explique son rôle à ces moments-là. Il était à différents grades au moment de s'occuper de ces missions-là. Et puis on est vraiment au cœur de l'intervention avec son expérience de commandement surtout. Et qu'est-ce qui t'a, disons, marqué, que tu retiens par rapport au moment où tu as lu ce livre? Parce que quand on lit des livres, finalement, on oublie beaucoup, il y a quelques petits détails qui peuvent revenir. Dans ce livre-là, c'est quoi qui t'a... Alors, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, il le dit à la fin, il a été dans une université pour faire un discours, et puis il disait, si vous voulez commencer
à faire quelque chose et puis aller au bout, ben, levez-vous le matin, faites votre lit et vous avez déjà fait la première chose de la journée. Et puis en fait, ça explique un peu le cheminement de comment réussir ces tâches pour atteindre son objectif. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a plu dans le fait d'être motivé, puis la motivation qui transmet. En tout cas, tu nous donnes peut-être un livre de découvrir, je ne l'ai pas lu naturellement. Par contre, l'autre, alors c'est un livre très connu, on est dans un tout autre domaine. Je pense que tout le monde en a entendu parler, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, c'est le principe de Peter. Alors, peut-être déjà expliquer qu'est-ce que c'est le principe de Peter. Le principe de Peter, finalement, c'est que tout collaborateur tend à atteindre son niveau d'incompétence. Pour résumer la chose simple, peut-être qu'un mécanicien sera le meilleur du garage, il pourra réparer toutes les voitures. Et le jour où il y a un poste de chef d'atelier qui se libère, et finalement, ce n'est pas la personne la plus appropriée pour gérer une équipe, mais il a envie de le faire quand même. Et au moment où il atteint ce poste-là, il y a des problématiques au sein de l'équipe, au sein de l'institution, et puis ça peut entraîner des conséquences non négligeables. Est-ce que tu le mets en pratique finalement un peu, ou bien ça t'interpelle à quel niveau finalement ce principe de Peter? Parce que finalement on l'a peut-être un jour tous franchi à un moment donné, même dans des jobs qui nous sont proches, peut-être que chacun dans sa profession à un moment donné a franchi cette ligne. Alors moi j'ai surtout remarqué ça dans le domaine des soins. Finalement, il faut savoir qu'à l'hôpital, il y a plusieurs étages de hiérarchie. On parle chef d'unité de soins, chef du service, chef du domaine des soins, directeur. En fait, il y a tellement de niveaux et que ça donne des envies à plein de gens. Et puis j'ai remarqué souvent des problèmes de management dans le domaine des soins, mais que ce soit dans les EMS, que ce soit dans les CMS. C'est vraiment flagrant en fait. Puis je me suis dit, mais pourquoi ? Alors peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus. Moi, j'ai une autre question, naturellement la première. Donc on va parler du métier d'ambulancier, mais finalement je m'aperçois, les gens que je reçois ici, j'ai envie de leur poser cette question, puis très souvent ils ont un souvenir d'enfance assez précis ou un souvenir qui fait que, ok, aujourd'hui ta passion, on va dire ça comme ça, c'est ambulancier, tout ce qui tourne autour de ça. Alors qu'est-ce qui a fait germer ce qui fait qu'aujourd'hui finalement, parce que si tu n'avais pas été ambulancier, peut-être qu'on n'aurait jamais causé ensemble, on va dire, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette passion? Alors j'ai toujours bien aimé jouer avec les Playmobil. Mon papa et ma maman m'achetaient beaucoup de Playmobil. Et puis avec mes cousins on jouait souvent à ces jeux-là. C'est quelque chose qui m'a un peu attiré dans le fait de jouer à ces rôles-là. Avec mes cousins et mon frère, on se réunissait tout le temps après l'école chez mes grands-parents. Puis on jouait à plein de jeux, on faisait la guerre entre nous, on jouait à du sport, on s'imitait dans des vraies professions. Et puis j'ai eu cette passion un peu pour le monde du secours, mais vraiment à la fin en fait, quand je suis arrivé vers mes 15-16 ans, où je me suis intéressé aux pompiers, puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert le monde de l'ambulance. Parce que pour être honnête avec toi, 2 ans avant de commencer la profession, quelqu'un qui saignait, ça ne me plaisait pas du tout. Donc c'est un petit peu là en fait. Alors peut-être maintenant, parce qu'il y a aussi des jeunes qui écoutent ça, c'est quoi le parcours en fait? Comment on devient ambulancier déjà? C'est pas comme on devient coiffeur ou avocat, il y a une filière très précise. Ouais. Ça serait laquelle? C'est laquelle aujourd'hui en Valais? Alors aujourd'hui en Valais, pour faire la formation d'ambulancier, il faut disposer au minimum d'un CFC. Dans n'importe quel domaine? N'importe quelle branche. Pas spécifiquement du soin? Non. Ça pourrait être un serrurier? Ça pourrait être un serrurier, ou comme moi, un logisticien qui a fait un CFC à la poste, alors rien à voir avec l'ambulance. Et puis ensuite, il faut être sélectionné soit dans un service d'ambulance pour faire la formation, soit dans une école d'ambulancier. En Romandie, il y en a 3, Genève, Lausanne et Berne. Et puis, si on a de la chance, on est sélectionné parmi 200 à 300 candidats qui aimeraient faire ce métier-là. Donc chaque année, il y a 200 à 300 nouveaux personnes qui commencent leur parcours pour devenir ambulancier. Qui aimeraient commencer. Ils sont, entre les 3 écoles, ils sont environ 60. Ah, 60. Ouais. Donc 60 par année. D'accord, il y a à peu près 300 candidats, donc il y en a 1 sur 5 qui va passer. Exactement, ouais. Et puis ensuite, on effectue tests d'entrée. Des tests d'entrée, bien évidemment. Le premier, c'est le dossier de candidature, qu'il faut bien respecter. Ça dépend un peu des écoles. Moi, je me souviens, il fallait écrire en Arial 11, minimum 10 lignes, maximum 12 lignes. Et si on dépassait un de ces cadres-là, on était déjà désélectionné. Après, si nos dossiers sont convaincants, il y a environ
Sur les 300, il y a à peu près 150 qui vont participer à un test physique d'entrée. Sur les 150, il va en rester environ 50 qui seront ensuite, eux, convoqués pour un entretien de candidature, environ 1h30, 2 heures de temps. Et suite à ça, il y a une sélection sur le dossier total, puis il y a environ 30 personnes sur les 300 de base qui sont sélectionnées. Combien de temps ça dure après l'école? 3 ans de formation. Sur place ou aussi en entreprise? Alors ça, c'est la différence entre les écoles. Moi, je parlais celle de Lausanne que je connais parce que j'ai fait. Alors, prenons celle de Lausanne. Alors à Lausanne, c'est ce qu'on appelle une formation duale. Donc il y a un peu de pratique, un peu de théorie et différents stages dans différents domaines. Il faut compter 3 semaines d'école et suivi de 3 semaines de terrain ou de stage. D'accord, un peu comme les infirmières ou dans d'autres professions. Mais alors, par exemple, au niveau du cursus, je veux dire, théorique, c'est quoi les branches Alors, on apprend l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie. On apprend également tout ce qui est la législation routière, parce qu'on est soumis à cette problématique-là. On apprend aussi tout ce qui est la psychologie, comment avoir une position au sein de la profession, comment rentrer chez les gens. Tout ce qui est ensuite du domaine technique, il y a toute une théorie sur le domaine technique. Et puis à la fin, finalement, on a la connaissance d'environ une centaine, 200 pathologies. Les examens, est-ce qu'on est dans le champ des examens écrits par QCM, oraux, mixtes? Alors, moi, ce que j'ai fait, il y a eu beaucoup de l'écrit. Puis dans l'écrit, il y a mix du QCM et des réponses écrites standards. Environ 50 questions par examen. Et puis, ça, c'est jusqu'à la fin de la 2e année. En 3e année, on s'attelle à des branches spécifiques comme l'obstétrie, la gynécologie et la pédiatrie. Là, on a des travaux à fournir, il n'y a pas d'examen particulier. Par exemple, on choisit une thématique et on doit faire 6 à 8 pages de défense sur cette thématique. Puis les examens ensuite pratiques, eux, c'est une situation médicale ou traumatologique avec une défense orale de la connaissance de la situation. Il y a un travail spécifique qu'on doit présenter et choisir à la fin, comme il y a dans la plupart des formations. Par exemple, le tien, c'était quoi? Alors moi, je l'ai fait mon travail de diplôme, comme on dit dans la formation chez nous. J'ai fait mon travail de diplôme sur les gestes avancés en réanimation cardio-pulmonaire. Tu aurais pu me sauver. J'ai envie de dire, c'est pas nous qui sauvons les gens. Mais... Participation. Participer, exactement, ouais. Et puis moi, le but de mon travail, c'était de savoir si on introduisait des seringues déjà remplies d'adrénaline dans nos trousses médicaments. Est-ce que c'était plus rapide que d'avoir les ampoules qu'on devait casser, préparer et contrôler, alors que la seringue, elle est déjà toute faite, on l'ouvre, puis on donne le... Et ta conclusion finale, c'était quoi Ma conclusion finale, c'est que, oui, c'est plus rapide, par contre, c'est surtout plus cher. Parce qu'une ampoule, ça vaut à peu près 20 à 30 centimes, alors que la seringue, on n'est pas loin des 30 à 40 francs. Donc, alors là, on vient dans un problème assez... on va dire, récurrent, celui de la qualité des soins, etc. Mais dans le métier, quand on passe après dans le métier, est-ce que par rapport aux gestes ou par rapport à l'attitude qu'on doit avoir, cette question économique, elle apparaît dans vos interventions ou pas? Ou est-ce que vous êtes drillé finalement pour réduire les coûts de la santé, etc. C'est une question un peu cynique, mais elle fait partie, je pense, du domaine des soins. C'est compliqué. Dans la formation, on n'apprend pas vraiment l'aspect médico-économique de nos prises en charge. Pour faire simple, chaque mission ambulancière en Valais, il y a un tarif de 300 francs. Suite à ça, on rajoute environ une trentaine de francs par quart d'heure par ambulancier. Et donc finalement, si on fait 2 heures sur site, c'est clair que la facture ne sera pas la même. Et puis, c'est des forfaits alors, forfait à l'homme. Exactement, c'est ça. Forfait à l'homme, plus ensuite il y a un forfait à ce qu'on utilise et un forfait kilométrique. Donc finalement les factures en moyenne, il y a un reportage qui est sorti récemment là-dessus, c'est entre 900 et 1200 francs pour une ambulance. Et puis si on réfléchit à l'aspect... Généralement c'est 2 personnes par ambulance. Exactement, ouais. Et si on réfléchit à l'aspect global de la prise en charge finalement, moi j'essaye de réfléchir à cette vision médico-économique. Parce que la personne âgée qui tombe à la maison, qui se casse le col du fémur, à qui on va encore envoyer une facture de 1500 francs pour ce qu'on a fait, et oui, c'est cher, mais en même temps, c'est ce que vaut notre prestation, c'est ce que vaut notre titre. Mais d'un autre côté, cette personne, elle a peut-être déjà des problématiques à finir les fins de mois, à payer son loyer, à se nourrir convenablement. Et puis, on rajoute encore du financement derrière. Donc, plus on passe de temps, bien sûr, plus c'est cher. Mais des fois, c'est nécessaire pour trouver la bonne solution au patient.
Puis alors, il y a quelques années que tu fais ce métier. Ça serait quoi le premier, on va dire, souvenir qui surgit immédiatement en se disant, là, franchement, c'était une mission assez particulière, ou bien alors peut-être difficile, soit d'un point de vue de l'empathie, ou bien d'un point de vue de la nature technique de l'intervention, etc., qui te vient, une qui t'a marqué depuis tout ce jeune parcours qui est le tien aujourd'hui, sans trahir le secret médical. Voilà. Sans problème. J'ai travaillé en parallèle entre Sion et Lausanne pendant ma formation, et puis à Lausanne, on a été chercher une femme qui avait en fait le même âge que moi. C'était environ 3-4 heures le matin, puis elle a fait un accident de vélo. Malheureusement, Ça veut dire que là, tu es disponible à ton domicile ou tu es disponible à la permanence à la base d'ambulance. À la base d'ambulance, donc un téléphone qui dit voilà. D'ailleurs, qui c'est qui vous a contacté ce jour-là, par exemple, pour essayer d'aller dans ce cas en détail? Ça vient de la police ou Alors non, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, il y a quelqu'un qui était avec. D'accord. Il se déplaçait en vélo, puis en fait, sa collègue elle est tombée du vélo, et puis elle a appelé, elle, le 144. Okay. C'est le 144 qui nous envoie après la mission. D'accord. Et donc là, tu es informé à la base et vous partez. C'est ça. Donc le message d'alarme, dans mes souvenirs, c'est on part en P1, hein, donc P1 ça veut dire priorité urgente, avec feu bleu et sirène, et on part pour une personne qui serait inconsciente à la suite d'un accident de vélo. D'accord. Et c'est l'information qu'on a, et on est accompagné du SMUR, donc du médecin d'urgence, et probablement qu'il y aura la police. À l'intérieur de l'ambulance? Non, lui il a son propre véhicule qui nous rejoint sur place, avec son équipage à lui, qui est composé d'un ambulancier ou d'une infirmière en l'occurrence. Et alors? Et quand on arrive sur place, finalement, on voit 3-4 patrouilles de police qui sont déjà là, parce que eux, à la différence de nous, c'est qu'ils sont tout le temps en mouvement. Et puis, en effet, on trouve la victime qui est inconsciente au sol, et puis finalement, la prise en charge, elle se fait assez rapidement, assez naturellement, je vais dire. Et puis, on la transporte jusqu'à l'hôpital, où malheureusement, la suite est un petit peu tragique pour cette personne-là. Et puis, ça ne m'a pas frappé tout de suite, ça m'a surtout frappé plus tard, quand je rentrais de Lausanne sur l'autoroute, où j'imaginais un petit peu mes parents recevoir un coup de téléphone pour annoncer cette situation tragique, surtout le fait qu'elle avait le même âge que moi, quoi. Donc des fois on fait un peu des transferts par rapport à ce qu'on vit. Alors l'empathie, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une faiblesse dans ce métier? À la fois une force et une faiblesse. Comment tu juges cette question-là? Moi, pour moi, l'empathie, elle est nécessaire dans cette profession. On ne peut pas aller chez les gens et puis on a, entre guillemets, rien à foutre de dire que c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation-là, parce qu'on voit des gens qui sont très fortunés, comme extrêmement pauvres, qui sont alcooliques, qui sont de très bonne santé, qui ont des problèmes psychotiques. On voit vraiment tout. Et si on n'a pas un petit peu d'empathie pour ces gens-là, on ne peut pas faire ce métier. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle la vocation? C'est-à-dire, il y a des êtres qui ont plus d'empathie que d'autres, et là, est-ce que ça serait une des qualités principales de ce type d'intervenant dans l'ambulance? Oui, pour moi, l'empathie, elle doit faire partie. Par contre, elle doit être aussi contrôlée. Parce qu'en effet, si à chaque intervention, on pleure, on perd nos moyens, on n'est pas en capacité d'agir parce qu'on est trop empathique, la profession, elle nous bouffe en fait trop, puis du coup, on n'est plus approprié pour faire ça. Et dans le soir, on rentre à la maison, on a eu quelques interventions difficiles. Il y a une méthode pour évacuer le trop-plein qui peut-être a été celui de ta journée. Chacun a sa propre méthode. La mienne, personnellement, avec beaucoup de mes collègues, c'est qu'on aille boire une bière. Au Carnot, c'est qu'on a... Après la journée. Après la journée. Puis en fait, on débriefe, on discute avec nous. C'est ce qu'on appelle le diffusing dans la profession. Donc on ne parle pas des aspects très techniques, mais juste de l'émotion qu'on a, on lâche les choses, puis ça passe beaucoup mieux autour d'une bière. Puis c'est surtout en fait qu'on n'a pas vraiment envie de ramener ça à la maison. Est-ce que cet élément-là que tu expliques très bien maintenant, est-ce qu'il est pris en considération dans le cursus? C'est-à-dire, on sent bien que ça peut être quelque chose d'impactant, mais comment c'est traduit peut-être à l'école? Ou bien c'est finalement l'expérience petit à petit qui fait qu'on a ce recul? À l'école, c'est très protocolaire.
Donc on va avoir des psychologues de l'urgence, on va avoir un système de hiérarchie justement, on va dire à notre chef ou à une personne de référence dans l'équipe, comme quoi on a vécu quelque chose de traumatisant. Et puis si eux ils n'arrivent pas à régler le problème, on va voir un psychologue. Puis ça c'est vraiment à l'école. Et puis finalement sur le terrain on se rend compte que beaucoup de gens ne le font pas, parce qu'ils ont soit honte, soit ils osent pas, soit ils n'ont pas envie. Et puis la bière, ou pour d'autres personnes, ben moi typiquement c'est une bonne bière avec un collègue, après c'est des journées compliquées, d'autres ce sera aller faire la course à pied, du sport, et comme ça, il faut juste qu'on ait une limite pour pas justement qu'on soit à outrance dans la gestion. Par rapport à tous les métiers dans les soins, est-ce que tu dirais que la charge émotionnelle, de par la nature de l'intervention ou les circonstances que vous faites, elle est plus grande que ceux qui seraient dans des soins infirmiers à l'hôpital ou pas? C'est quoi ton vécu ou bien disons ta sensibilité par rapport à ça? Pour moi c'est quand même bien différent. Ouais. Nous on va dans la rue, on va à domicile, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'intimité des gens. On n'a pas que la victime en soi, on a tout ce qui l'entoure en fait, et on a accès à ces données-là. À l'hôpital, finalement, c'est cloisonné. Le patient, tu le vois, il est là dans ton lit, enfin, tu fais les prises en charge, les soins. Et nous, on a tout cet aspect-là, en fait. Mais comme tu parles là, j'ai envie de dire, tu es plus près du policier de terrain, alors finalement, que de l'infirmier d'hôpital. C'est à mi-chemin entre les deux. Moi, je rajouterais même le médecin dans l'histoire. On ne prétend pas être des médecins, au contraire, ils font un très bon boulot. Mais on doit quand même prendre des décisions, en fait, sans qu'on soit entouré d'une équipe plus large du point de vue médical. Dans toutes les professions, même dans celles que je connais dans le monde juridique, il y a toujours cette question, est-ce que franchement l'intervenant dans ce champ-là, même dans le social aussi, est-ce qu'il a qualité vocationnelle, on va dire, à exercer ce métier? Est-ce qu'il est compétent humainement de le faire? Dans toutes les professions, même les médecins qui passent tout, on peut se poser la question. Comment on choisit, comment un patron finalement, qui n'aurait pas franchi son seuil de Peter, il choisirait un candidat qui lui paraîtrait vraiment répondre à son éthique d'ambulancier modèle, on va dire, en disant tiens, ce gars-là, j'aurais plutôt tendance à le prendre, celui-là un peu moins, etc. Qu'est-ce qui finalement distingue dans la qualité, finalement, lors de l'engagement, j'ai envie de dire? Bah, déjà, il ne faut pas avoir de casserole. D'accord. Parce que c'est un petit milieu, et en fait, tout se sait. Donc si à un moment ou à un autre dans ta carrière, il s'est passé quelque chose qui n'était pas acceptable, et ben ça se sait. Ça c'est un peu comme la police, par exemple. Exactement, ouais. L'autre truc qui est compliqué, surtout pour un manager dans le domaine ambulancier, c'est qu'il y a peu de candidats. Donc c'est une profession en demande. Donc, et donc il faudrait dire à ceux qui nous écoutent, les jeunes, ça peut être quelque chose de... Oui, parce que finalement... comment tu voudrais dire à quelqu'un qui hésite là, etc., en se disant mais non du pipe, tu fais ton apprentissage, après peut-être tu as réussi, mais il y a quelque chose de vraiment sympa dans notre métier, tente. Ça serait quoi ton pitch finalement pour dire à Mathieu, Benoît ou je sais pas, il y a des filles aussi, Sarah, vas-y, ça vaut la peine. Bah, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, moi je te conseille de venir faire un stage, parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte si oui ou non on est fait pour ce métier-là. Et puis ensuite, ben, il ne faut pas hésiter à postuler parce qu'on recherche du monde. Et puis, c'est vraiment un métier qui, pour l'instant, en Suisse romande, n'est pas en pénurie, mais il arrive très rapidement en pénurie, puis on a besoin de monde. Il y a un mot qu'on utilise dans le champ religieux, mais est-ce qu'il y a quelque chose du sacerdoce dans la volonté d'être ambulancier ou j'exagère? Bah, peut-être au début. Ouais. Peut-être au début. Et puis après, on se rend compte que le système, il vient quand même par nous écraser. Et puis après, ça change. Alors pourquoi tu dis peut-être au début? Tu fais référence à quoi quand tu dis peut-être au début? Ben, je fais référence à un dicton qu'on dit chez nous, c'est tout feu, tout flamme. Tout jeune, dynamique, il a envie de révolutionner le monde. Je suis passé par là et des fois, j'en subis encore les conséquences de tout ça. Mais après, on se rend vite compte que finalement, la mission pour laquelle on a été engagé à la base, on ne la fait pas. Parce que le système actuel ne permet pas de répondre correctement à ça. Et on perd cette quête, ce sens en fait, comme tu dis, d'avoir vraiment choisi ce métier pour ça. Alors, dans les généralités, comment dire, on dirait que
on dirait que les gens penseraient qu'il y a plus d'empathie du côté du Parti Socialiste que du côté du Parti UDC. Et dans le cas particulier, parce qu'on va parler un peu politique, puisque tu es candidat député suppléant dans le district de Sion sous la marque, enfin sous l'UDC, j'ai envie de dire d'abord, pourquoi t'engager dans le champ politique avec toutes les activités que tu as, etc. Ouais, c'est quoi finalement, tu nous as bien fait comprendre le pourquoi de ce désir d'être ambulancier, de travailler là-dedans, etc. Mais j'ai envie de te dire, mais non, mais pipe, pourquoi la politique? Ouais. Pourquoi la politique? C'est parce que mon expérience fait que j'ai l'impression de subir en fait une ineptocratie. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Et je pense qu'il y a des choses à changer. Mais j'ai envie de te dire, en utilisant ce terme, tu pourrais l'utiliser exclusivement dans le champ de ta profession, que je ne connais pas, comme je pourrais l'utiliser totalement dans la mienne, d'accord? Donc, pourquoi pas se limiter finalement, parce que c'est déjà un job, je pense, surhumain, en parenthèse, dans ta profession, pourquoi penser qu'on peut extraire quelque chose de ça dans le champ politique? Parce que finalement, c'est un peu là que ça se décide. C'est un peu là que ça se joue. On a essayé à plusieurs reprises, hein, je suis aussi président de la Fêtière valaisanne des ambulanciers, on a essayé à plusieurs reprises de faire bouger les choses et on se rend compte que c'est extrêmement compliqué si on n'a pas le soutien des politiciens. Si tu pouvais comme ça, maintenant, dans le champ que de l'ambulance, apporter une modification qui dépendrait que de toi et à laquelle adhéreraient ceux qui devraient obéir dans cette position, pas dictatoriale, mais de chef intelligent, ça serait laquelle? Moi, je pense qu'on doit absolument faire des soins communautaires en tant qu'ambulancier. Tu peux juste développer? Les soins communautaires, c'est un ambulancier seul, dans sa voiture, qui se rend au domicile pour répondre en fait aux besoins des patients. Et puis quand je dis ça, ce sont des soins qui sont non urgents. Je tousse un petit peu, j'ai de la fièvre, on ne sait pas trop comment je dois faire. Cet ambulancier vient au domicile, fait les évaluations, oriente le patient chez le médecin traitant. Les centres médico-sociaux chez nous, est-ce que c'est pas leur charge, ça? Enfin, je connais mal, mais... Malheureusement, non, c'est pas leur charge. D'accord. Peut-être que ça fait partie de leur mission, mais ils n'ont malheureusement pas le temps à disposition pour le faire, ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et puis, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans les soins ambulanciers depuis un certain temps. Est-ce que ce mode d'intervention, il limiterait, par exemple, le fait pour des gens d'aller dans les urgences? Ouais. C'est ça c'est ça l'objectif, c'est ça. D'accord, ok. Et puis, nous, on a un concept qui est en train d'être travaillé, basé sur quelque chose qui existe déjà à Zurich. C'est long, parce que c'est 1800 heures de formation pour accéder à ces postes-là. Mais par contre, ça répond clairement à la demande de la population actuelle. Et ça pourrait réduire en fait les missions aux ambulances qui ne sont faites que pour les urgences, diminuer potentiellement le prix de la facture en deux et limiter la surcharge du réseau médical, hospitalier, cabinet de médecins traitants, etc. Et d'après toi, dans ton feeling, on va dire, d'après toi, cet objectif louable, il est irréalisable si on n'intervient pas d'une certaine façon dans le champ politique. Est-ce que je résume ce chemin? C'est exactement ça. Parce que finalement, c'est la politique, d'autant plus là, par son système de santé publique, qui va décider si oui ou non on peut l'appliquer ou pas. Et puis moi, ce que je souhaite, en tant qu'ambulancier, mais aussi en tant que président de la Fêtière des ambulanciers, c'est qu'on arrête de faire des valaisanneries et puis qu'on suive des systèmes qui sont déjà efficients et qui existent. Et tu as un cas où tu te dis, on va être vraiment très concret, un cas où tu te dis, voilà, cette personne-là, son chemin a été qu'elle est aux urgences, elle va attendre des nombres de heures, etc., et qu'il y aurait une technique, même une stratégie générale qui fait qu'elle pourrait appeler un numéro finalement et qu'on vienne chez elle. C'est ça l'idée. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Je vais prendre un exemple tout simple. Une patiente âgée d'environ 30 ans qui présente des nausées, des vomissements et de la diarrhée depuis quelques heures, voire quelques jours, et qui nous appelle. Nous, on va chez elle à domicile,
On a le choix de la laisser sur place, mais on n'a pas le réseau de soins approprié pour le faire. Et du coup, les ambulanciers aussi, ils vont transporter cette personne à l'hôpital. Est-ce qu'on ne pourrait pas rattacher alors, ces fonctions d'ambulancier peut-être à des centres médicaux externes, puisque maintenant il y a de plus en plus des groupements de médecins, etc., qui pourraient se dire, lorsqu'on les appelle, prenez un rendez-vous, mais peut-être c'est mieux qu'on vous envoie un ambulancier alors bien. Eh ben, en fait, c'est ce qui se passe à Zurich, pour tout te dire. À Zurich, cette personne qui a fait cette formation-là va à domicile chez les personnes. Et dans ce cas précis que j'explique, ils ont pu réhydrater la personne par intraveineuse, lui prescrire des médicaments sous délégation médicale. Donc il y a un médecin qui prend la décision finale. Et puis cette personne n'a jamais été à l'hôpital, elle a été traitée à domicile. Et puis ça a eu un impact médico-économique aussi conséquent pour elle. Et puis ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on essaye d'amener maintenant. Naturellement, pris en charge par les caisses maladies, ça serait pris en charge par les caisses maladies. Alors ça, c'est une autre problématique. C'est que c'est le canton qui décide des prestations qui sont remboursées par les caisses maladies. Parce que l'idée, ce serait quand même de dire au canton qui prend les urgences, on résoudra un certain nombre de problèmes aux urgences, etc. Donc très probablement qu'il faudrait une étude également sur les cas réels qui arrivent aux urgences. Parce qu'on voit bien que si c'est un accident cardiaque, c'est différent que si c'est une morsure d'un petit animal. Enfin, je ne sais pas. C'est légitime, oui. Actuellement, on est à environ à peu près 80% de cas non urgents, 20% d'urgences vitales. Ça, c'est dans votre métier? Dans l'ambulance, oui. D'accord. 20%, 80%. Exactement. Et sur les 80% de cas non urgents, il y a une proportion 30 à 40% de ces 80% qui doivent être amenés à l'l'hôpital. On parle de se casser la jambe, finalement d'aller à l'hôpital. On parle que la victime ne peut pas se mobiliser, on doit la mettre sur le brancard. Par contre, il y a toute cette partie-là qui reste que les ambulanciers peuvent traiter à domicile ou réorienter le patient chez un médecin traitant ou dans un cabinet médical. Et puis ça, pour moi, c'est l'avenir ici, mais c'est déjà du présent dans les pays anglo-saxons et actuellement à Zurich. Et par exemple, à Zurich, quel est le mode de financement de ces interventions? Alors, le mode de financement à Zurich de ces interventions, il est le même que pour l'ambulance. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui est pris en charge par l'assurance, le reste est à compléter par le patient. Et ici, on va aller aujourd'hui pour ce type d'intervention? Pour ce type d'intervention, ça n'existe pas. Vu que non, je parle de l'ambulance elle-même. Tu as appelé, tu dois le transporter à l'hôpital, etc. C'est quoi le coût pour le patient? Alors, il y a un très bel article fait par Canal 9 récemment. Dans mes souvenirs, pour une urgence, donc avec feu bleu sirène qui est considéré comme, c'est 50% à hauteur de 5 000 francs qui est pris en charge. Donc, respectivement. Donc, ça veut dire que si c'est une facture de 1000 francs, je prends 500 francs par le patient et 500 francs par l'assurance. Par l'assurance. Ok. Et puis, maintenant, si c'est une mission non urgente, par exemple, quelqu'un qui ne se sent pas bien à la maison, qui a fait un malaise et qui n'a pas l'engagement en feu bleu sirène, donc pas urgent, là, c'est 50% à hauteur de 500 francs. Explique. Ça veut dire que... Si c'est plus que 500 francs, c'est pris en charge par le patient. Non, ça veut dire que sur les 500 francs, il n'y a que 250 francs qui seront pris en charge par la caisse maladie. D'accord, mais si tout le reste, c'est le patient qui doit payer. Si le montant il est en dessus de 500 francs, si c'est par exemple 800 francs, alors ils vont payer 250 francs parce que c'est 50% à hauteur de 500 voilà, francs maximum. C'est comme une limite de franchise au-delà de laquelle c'est à la charge, c'était le sens de ma question. Donc on revient à la politique. On a compris ça, et puis finalement, j'ai envie de dire pourquoi l'UDC, pourquoi pas le Centre, pourquoi pas le Parti Socialiste, les écologistes, etc. C'est une affinité de famille, de conviction, de circonstances. Non, plus de conviction. Ça fait déjà plusieurs années que je vote à droite, que je l'assume clairement. Et puis, Parce que toi, contrairement à moi, tu sais qu'est-ce qui est droite et de gauche. Parce que moi, je ne sais plus, mais peut-être tu vas m'expliquer quelque chose. C'est quoi la droite? Quand tu dis la droite, pour toi, c'est quoi? Non, pour moi, la droite, elle est certes conservatrice, elle est conservatrice dans ses valeurs, dans l'histoire qu'elle a eue. Et puis, pour moi, elle est patriote. Elle est fière
de ce qu'elle représente, de sa nation, de sa population. Je ne dis pas que les partis de gauche ne le sont pas, hein, mais c'est clair que nous, on est assez basé là-dessus. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, en fait. J'ai fait mon service militaire, j'en étais très heureux. Et puis, j'aime la Suisse, puis j'aime le Valais. Je suis très fier de pouvoir évoluer dans cette société ici. Puis surtout, en fait, en voyageant, on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de chance. Puis alors, une campagne, c'est ta première campagne. Une campagne... il y a des choses qui t'ont étonné, finalement, que tu n'imagines pas, que ça se passait comme ça. Ouais. L'individualisme dans le groupe. Finalement, le parti, c'est comme une famille. On est là pour s'entraider, on est là pour faire des choses en commun, et c'est ce qui se fait. Mais il y a aussi beaucoup d'individualisme, et en fait, c'est à nous d'aller faire le travail pour trouver des électeurs, et puis pour se faire élire, en fait. Et puis des fois, ça peut créer des conflits. À l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Mais ça, j'imagine. Là j'ai envie de dire bienvenue dans le champ politique. Hein. C'est ça. C'est ça. Et puis alors, tu vois ça avec un peu de tristesse, ou tu dis non, c'est le jeu, j'y vais dans ce sens, et puis voilà. C'est le jeu, moi je vais dans ce sens-là. Après, pour moi, j'essaie quand même de faire les choses en équipe, parce qu'on est toujours un peu plus fort à plusieurs, je vois ça comme ça. Et c'est quand même une très belle expérience, en fait. Et pratiquement, alors, quelle démarche tu as fait collectivement et personnellement là je ne veux pas une campagne politique ici. D'ailleurs, j'ai envie de dire votez Rémi Inalbon et puis votez Elliott Fournier. Vous voyez, comme ça, on a deux espaces politiques différents. Non, sérieusement, quelle démarche tu as choisi de faire je ne sais pas, Alors moi, à titre personnel, j'ai fait des pancartes que j'ai affichées dans des lieux que j'estimais valorisants pour ma personne, notamment à Saviez, là où j'habite. Et puis j'ai écrit des petites cartes à titre personnel par rapport surtout aux fonctions de la santé, sécurité publique et l'économie locale. C'est vraiment des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis par la suite, tout ce qui était collectif, c'était vraiment les visites d'entreprise. Qu'on en fait encore actuellement, on va visiter des entreprises, voir ce qu'on peut aider en fait dans l'entrepreneuriat. Et puis ça va au contact des gens en fait, rencontrer des gens. Lorsqu'il y a un jeune qui s'engage en politique, on se dit, est-ce qu'il y a un chemin où c'est le jour? On dit très souvent, il faut s'engager jeune pour suivre une route. Est-ce que tu as cette idée-là, à ce moment-là, où tu te dis, non, je fais ma première législature et puis arrivera ce qui arrivera, ou bien il y a cette cible, comme beaucoup se disent, la politique c'est tellement individuel que finalement, voilà, on suit sa route, mais on a quand même cet objectif d'être ailleurs un jour. Pour moi, c'est comme toutes les professions. Puis comme je suis de nature curieuse et que j'ai envie d'évoluer... Tu utilises pour la politique le mot profession. Tu voudrais en faire ta profession? C'est pas je dis pas profession, je dis c'est comme pour la profession. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'arrêter à un simple ambulancier. J'ai envie de voir qu'est-ce que me réserve l'avenir. Et c'est clair qu'une carrière en politique serait clairement intéressante. Pas sûr que ma femme accepte non plus. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, à voir déjà les résultats, à voir comment ça évolue. J'ai quand même envie de continuer à m'investir pour la société, donc j'ai pas d'objectif précis en tête, mais c'est un champ qui m'intéresse clairement. Et des débats, il y a eu des débats, vous avez organisé des débats Non, alors enfin à titre personnel, je n'ai pas été convoqué pour faire des débats. Certains colistiers l'ont fait sur Canal 9 ou comme ça, mais entre nous, à l'interne, et puis entre les parties du distribution, que ça n'a pas été organisé. Par exemple, est-ce que c'est tiré au sort les gens qui vont à Canal 9, puisque la couverture médiatique risque d'être un peu meilleure, ou bien ça se fait naturellement en disant ok, toi Bernard, tu y vas, et puis toi Xavier, tu restes à la maison? Eh ben, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. J'ai l'impression que les gens qui ont été sont aussi les gens qui sont appropriés pour parler de ces thématiques-là. Et c'est quand même important d'envoyer quelqu'un qui connaît son sujet. Maintenant, j'ai pas plus... Puis, donc un politique, ça doit s'intéresser pas seulement à son sujet de prédilection, on va dire. Toi, tu as quelque chose à apporter dans le champ de la santé, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines où actuellement tu as des avis pas encore très éclairés, mais qui te paraîtraient correspondre à ton tempérament?
Je dirais l'économie. Finalement, l'économie, c'est quelque chose qui est assez moteur pour moi, hein. C'est important parce que aussi à côté de ça, ben, je suis entrepreneur et puis ben, c'est quand même ça qui fait vivre les gens du coin. C'est quand même ça qui fait vivre les petits commerces. C'est ça qui fait vivre aussi la population, pouvoir se rendre dans des endroits, faire des choses. C'est vraiment des thèmes qui m'intéressent. La sécurité publique, parce que ben, au-delà d'être ambulancier, mais il y a le domaine pompier, j'étais pendant très longtemps pompier, renforcer ces domaines-là pour que ce soit performant et efficient. Et puis, ben, il y a une touche de social aussi. C'est vrai qu'en tant qu'ambulancier, il y a le côté santé, qui est une grosse partie du métier, mais aussi le côté social. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des détresses sociales, qui ont des problématiques de relations sociales, et puis c'est un thème qui m'intéresse particulièrement. Finalement, à, à s'entretenir aujourd'hui, à s'écouter, à s'entendre un tout petit peu, est-ce que c'est imaginable que le Saviezan, Mathias Reynard, ne vote pas pour toi? Alors ça, ce sera à lui de lui poser la question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'en réalité, le discours que tu as posé dans le champ de la santé, je l'ai écouté l'autre jour, on dit l'humain d'abord. J'ai envie de dire à celui qui a pour slogan l'humain d'abord, eh bien, peut-être que c'est ça la force de la Suisse. La force de la Suisse, c'est peut-être de trouver d'autres regards dans d'autres groupes qui peut-être, avec lesquels on a des idées qui ne sont pas tout à fait en conformité, mais que peut-être c'est cette réunion-là qui fait qu'après au Conseil fédéral, on en a 7, puis on est assez content quand on voit certains pays à l'extérieur de se dire ben, finalement que Mathias Reynard puisse voter pour Rémi Nalbon, ça a quelque chose de sain pour la cité dans son ensemble. Tu vois comment le truc passe. J'ai envie, maintenant tu m'as posé cette question, mais j'ai envie de dire, est-ce que Rémi Nalbon il peut voter pour Mathias Reynard alors? Ben, je pars du principe que j'aime bien justement aller à l'encontre de ce concept d'ineptocratie, puis voter parce que les gens ils me paraissent compétents dans leur domaine. Et moi j'aime bien ce qu'a fait Mathias jusqu'à présent dans sa politique de santé. Les autres domaines, je ne suis pas très d'accord avec ça. Par contre, ben, je pense que, comme tu dis, la mixité des visions partisanes par rapport à cette thématique-là, c'est ça la grande force de la Suisse. Mais je pars du principe que la droite a aussi beaucoup de choses à apporter à des domaines comme la santé ou le social. Il y a un des précédents, le précédent interlocuteur que j'ai eu, c'était Oscar Freisinger de Saviez. Est-ce que ce qu'il a véhiculé comme image très positive et comme image très négative, puisqu'il clive énormément les gens, est-ce que ça t'a interrogé, toi, en tant que jeune membre de l'UDC, par rapport à comment il faut essayer de véhiculer une sorte d'image qui correspondrait à ta personne? Moi, ce que j'apprécie chez Oscar, c'est sa manière de parler. Et je trouve qu'il est très bon là-dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien tirer de lui, que j'espère pouvoir tirer de lui. Maintenant, il faut faire une politique à son image, et surtout une image qui souhaite représenter la population. Pour moi, on doit avoir un bon mix entre tout ça, et il faut tirer ce qu'on peut de tout le monde. Et puis, une question un peu brutale. Est-ce que tu serais pour des quotas en faveur des femmes dans la représentation politique? Moi, je ne suis pas pour des quotas. Si les gens ils ont envie de s'engager en politique, c'est parce qu'ils y croient, ils ont envie de faire changer les choses. Et puis la difficulté de la femme, bon maintenant on aura peut-être une conseillère d'État, semble-t-il, mais la difficulté de la femme à grimper en quelque sorte, est-ce que c'est en raison de notre machisme ou du fait qu'elles sont tellement prudentes que le principe de Peter, elles essayent de l'éviter? C'est quoi qui fait qu'on a tellement de peine? Moi, je pense qu'il y a une grande part de nouveau d'égocentrisme finalement. On va pas se mentir, on fait tous des choses par égocentrisme parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a envie de le faire. Et pour moi, si les femmes se lancent pas en politique, c'est plus un choix personnel. En aucun cas, surtout chez nous à l'UDC, les femmes elles sont clairement les bienvenues. D'ailleurs, cette année, il y en a de plus en plus qui tentent l'aventure et on se réjouit qu'il y en ait.
c'est important d'avoir une Qu'est-ce que vision tu double, réponds mais- aux femmes qui disent, mais non d'une pipe, vous n'avez pas assez de places de crèche et vous savez très bien que c'est nous qui devons plutôt prendre soin des enfants et si vous vouliez faciliter notre intégration et professionnelle et politique, vous devriez quand même mettre un peu plus de financement dans les crèches, avoir plus de lieux de places et de lieux de crèche. Mhm. Bah, le financement des crèches, c'est quelque chose qui est important. Après, moi je le cache pas, ma vision personnelle, c'est pas forcément une subvention étatique qui doit être faite. Pour moi, on est dans un monde où on peut capitaliser, on peut créer cette richesse-là et les entreprises privées peuvent faire le nécessaire aussi pour mettre à disposition de leurs employés ce dispositif-là qui permettrait de résoudre en partie cette problématique-là. Mais ta compagne, ton épouse future, etc., si elle veut se développer par exemple dans le champ professionnel et que vous avez des enfants, à un moment donné, cette question, elle se posera. Et pour, on va dire, répartir équitablement les tâches, mais aussi le temps, le temps entre guillemets de loisirs qui pourrait être politique ou culturel, etc., comment on arrive à mixer ça? Tu es encore célibataire, tu seras marié. Comment tu vois la chose là? Moi, je la vois via le soutien de la famille. Finalement, on n'a peut-être pas tous la chance d'avoir un grand réseau familial. Moi, j'ai de la chance d'en bénéficier et puis j'aimerais vraiment que mes enfants ils puissent passer du temps avec leurs grands-parents, avec leurs tantes, avec leurs oncles, avec nous surtout en tant que parents, mais s'appuyer sur le réseau familial pour justement trouver un équilibre entre tout ça. Parce que c'est important pour moi que ma femme ne mette pas sa carrière de côté et le fait d'éduquer sa famille doit être une priorité avec moi, mais elle ne doit pas mettre sa vie et sa carrière de côté pour ça. Tu peux imaginer, ce ne sera peut-être pas le cas, mais tu peux imaginer qu'à un moment, tes objectifs professionnels, tes objectifs politiques, ceux de ton épouse, dans le même temps, puissent être en confrontation avec des possibilités d'être plus ou moins présent avec les enfants. Est-ce que tu ne seras pas automatiquement confronté à ça? Et si vous voulez, ça c'est peut-être une des différences aussi. Enfin, ma petite expérience dans les groupes communaux, hein, c'est que plutôt la gauche dit on augmente les places de crèche, on a plutôt une réticence de l'autre côté. Comment tu vois ça en tant que personne, hein, indépendamment d'être membre de tel ou tel parti? Bah, il faut que ce soit réaliste pour les personnes qui le demandent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a vraiment une demande d'augmentation du nombre de places en crèche? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions? Pour moi, vraiment, le réseau familial doit rester une priorité. C'est comme l'école. L'école n'est pas là pour éduquer nos enfants, elle est là pour leur apprendre les bases des connaissances. Mais ça reste au cocon familial d'éduquer ses enfants. Et donc, on doit se soutenir dans la famille. Pour moi, c'est ça qui compte. Dans le même temps, tu sais très bien les problèmes qu'il y a au niveau des séparations, des divorces, des pertes de vie de temps en temps, etc. Est-ce que ça, c'est pas finalement un discours facile auquel ne peut pas adhérer, par exemple, la mère célibataire ou la veuve, la jeune veuve, ou bien des parents séparés qui n'arrivent pas à s'entendre sur la prise en charge des enfants? Alors, je suis d'accord avec toi, c'est une réalité, et puis ces gens-là, ils doivent pouvoir bénéficier d'un soutien. Par contre, ça doit être ciblé. Finalement, ces gens-là qui sont dans le besoin, eux, doivent bénéficier d'un soutien. Ceux qui ne sont pas forcément dans le besoin ne devraient pas forcément bénéficier de ce soutien-là. Pour moi, l'État devrait plus cibler son soutien par rapport à ces choses-là. Et est-ce que tu as imaginé ta première session, député suppléant, tu remplaces un député, puis tu te dis non, moi j'ai une question. Tu as un champ d'interpellation dans le champ de la santé, déjà maintenant dans ta tête, des questions que tu voudrais poser pour faire avancer le public. Ça serait, la première, ça serait ça, celle que tu as expliqué tout à l'heure, et puis une autre. Pour moi, c'est la reconnaissance des professions de la santé par rapport au corps médical. Finalement, les médecins, ils sont essentiels au système de santé, je ne le dis pas. Par contre, pour moi, il y a un gap trop important entre la base, infirmier, assistant aux soins et santé communautaire, ambulancier, ergothérapeute, et les médecins.
surtout dans les compétences. Pour moi, on doit revaloriser les compétences de ces personnes-là pour justement plus diluer en fait la charge de travail et puis que des infirmiers puissent faire des actes médicaux que certains médecins peuvent faire. Je ne veux pas leur enlever tout ça, mais on devrait faire en sorte que le Quand patient tu soit dis pris en charge. revalorisation de compétences, ça sera compris par tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, qui nous écoutent, comme une nécessité d'organiser différemment les échelles salariales. Alors, ça passe par les salaires, en effet. Alors, comment compatibiliser cette louable tendance avec l'augmentation verticale des coûts de la santé? Parce que moi, j'ai envie de dire, j'entends, et tout le monde entend ça, mais si on raisonne, on va dire, mathématiquement un tout petit peu, on se dit, il y a un certain gâteau, peut-être que, je ne sais pas, aujourd'hui c'est à 8% du PIB, disons qu'on passe à 10% du PIB, peu importe, dans le champ de la santé, mais il y a un moment donné où ce gâteau-là, à l'intérieur de la santé, pourrait passer par des organisations salariales différentes. Alors j'ai envie de dire, il n'y a aucun médecin qui peut voter pour toi, il n'y a aucun cadre supérieur dans l'administration médicale qui accepterait ça, et on préfère engager des immigrés, des techniciennes de surface, et des infirmières et des assistants d'infirmières à bas coût, et même des médecins étrangers partiellement formés pour les urgences, pour diminuer la charge globale et permettre à certains hauts cadres de maintenir leur niveau salarial. Comment tu résous ça Bah, c'est un système qui est bien trop complexe, j'ai envie de dire. J'ai fait une formation. Cette réponse, la complexité, c'est chacun la donne. C'est tellement complexe, etc., etc. Et au bout d'un moment, on se dit, mais non d'une pipe, on doit quand même pouvoir, à un moment donné, modifier quelque chose. Et c'est comme si on était dans l'impossibilité totale de songer à une amélioration réelle. Parce que notre système de santé est trop fractionné à l'heure actuelle. La santé est régie par la LAMAL, qui est une loi fédérale. Ensuite, c'est les cantons qui, eux, organisent leur réseau de santé. Et il y a encore les assurances maladies qui vont derrière. Finalement, on est dans un concept où il y a beaucoup trop d'intervenants, beaucoup trop d'échelons. Et c'est ça, en fait, qui entraîne une augmentation potentielle des coûts de la santé. Est-ce que tu as songé, par exemple, aux caisses publiques? Est-ce que tu serais pour une caisse publique, comme il y a la CNA, la SUVA, au niveau dans le champ maladie, fédéral, caisse fédérale? Moi, je pars du principe que non. Je ne suis pas pour une caisse publique, parce que ça entraînerait des conséquences sur le système et puis sur les patients. Par contre, moi, je suis assez pour sur les systèmes basés sur l'absorption entière du système par une seule entité. À l'exemple de certaines régions américaines où les assurances possèdent les hôpitaux qui, eux, possèdent en fait tout le réseau de soins et puis les bénéfices sont réinvestis, certes, dans un petit groupe d'actionnariat, mais dans le système. Donc une augmentation une augmentation du personnel, une augmentation du salaire du personnel, une diminution de la prime d'année en année, et c'est des systèmes qui fonctionnent. Typiquement, ça s'appelle Kaiser Permanent. Et puis, il y a cette idée qui peut-être va surgir dans la sphère publique aujourd'hui, de se dire, par exemple, un niveau de 10% des primes par rapport aux revenus, ou une taxation, on va dire, une définition de la prime maladie par rapport aux revenus. C'est quoi ta vue là-dessus? Pour moi, je pense qu'on fait fausse route. Il ne faut pas faire ça. On parle toujours d'argent, en fait, dans le système de santé, que dans le débat public, c'est toujours l'argent, ça coûte de l'argent. Même moi, j'ai parlé aujourd'hui d'argent, des coûts de l'ambulance, mais réellement, ça doit repasser par une éducation de la population. La surconsommation du système de santé, elle n'est pas uniquement liée à ce que le système de santé offre, c'est lié à la connaissance des gens sur le système de santé, c'est d'utiliser le système de santé pour des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est de vouloir toujours être accompagné de quelqu'un ou de quelque chose. Et puis, on arrive à changer les volontés individuelles, les désirs individuels? Je pense pas, mais on doit essayer en tout cas. On doit faire en sorte que cela évolue. Et puis, si les gens se responsabilisent par rapport à ces problématiques-là, pour moi, on consommerait moins le système de santé et par conséquent...
Alors, pour terminer cette émission, c'est moi qui vais proposer un livre. C'est Qui a tué Roger Ackroyd? Alors, je ne sais pas si vous êtes des fans de romans policiers. J'en ai lu quelques-uns de Agatha Christie. Ce n'est pas un livre d'Agatha Christie, mais c'est un livre absolument extraordinaire que je conseillerais à tous les gens qui sont notamment dans le champ judiciaire, qu'ils soient magistrats, avocats, greffiers. Parce que Pierre Bayard, l'auteur de ce livre, qui est philosophe et puis également psychanalyste, il réussit avec maestria de nous expliquer pourquoi l'assassin de Robert Ackroyd, qui dans le livre de Agatha Christie est le narrateur, est une autre personne et que Agatha Christie s'est trompée d'assassin. C'est absolument sidérant au niveau de la manipulation. Et lorsque nous lisons des dossiers judiciaires ou autres, on devrait avoir en tête les techniques de détournement de l'attention c'est un travail absolument incroyable. Qui a tué Roger Ackroyd de Pierre Bayard. Merci pour ce moment, Rémi. Merci à toi.